You hate yourself more than you could ever know. You're twisted. You're demented. En juin 2022, Matt Hardy s'installe derrière le micro de son podcast Extreme Life of Matt Hardy et dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dit ainsi 10 ans plus tôt. Il dit que Jeff, en rechutant, ça a été pourri, ça a été terrible. Pour plusieurs raisons, la première étant sa santé, son bien-être, et en plus de ça, ça m'a personnellement affecté parce qu'on était liés à la hanche dans le catch. Ces mots viennent d'un grand frère qui a passé 30 ans à protéger le plus jeune, à couvrir ses absences, à défendre ses comportements auprès des directions successives, à porter en silence une inquiétude permanente. Derrière les matchs extraordinaires, derrière les chutes du haut des cages et les ladder matchs légendaires, derrière les explosions pyrotechniques et les entrées triomphantes, il y a l'histoire de deux garçons de Caroline du Nord qui ont tout construit ensemble et qui ont failli se perdre plusieurs fois en chemin. Matthew Moore Hardy naît le 23 septembre 1974 à Cameron, en Caroline du Nord. Jeffrey Nero Hardy vient au monde le 31 août 1977 dans la même ville. 3 ans plus tard, leur père Gilbert est fermier, leur mère s'appelle Ruby Moore Hardy. En 1987, quand Jeff a 9 ans et Matt 12, Ruby décède d'un cancer du cerveau. Cette perte, aussi brutale que précoce, laisse deux garçons avec un père silencieux et une douleur qu'ils n'ont pas les mots pour nommer. Matt dira des années plus tard, dans une interview publiée par The Sportster, qu'il pense que les problèmes d'addiction de Jeff viennent en grande partie de la mort de leur mère quand il était si jeune, qu'elle est quelque chose qu'il a toujours porté profondément. Matt, l'aîné, trouve dans le sport et dans la construction de quelque chose à côté de son frère une façon de canaliser cette douleur. Jeff, lui, trouve autre chose. Cette divergence, invisible pendant des années, finira par tout structurer. Les deux frères découvrent le catch à la télévision et recréent les matchs dans leur jardin. Ils construisent des trampolines de fortune, filment leurs propres segments sur cassette VHS et fondent dans leurs années de lycée l'Omega, l'Organization of Modern Extreme Grappling Arts, une petite fédération locale qu'ils gèrent en Caroline du Nord avec leur ami Shannon Moore. C'est Matt qui fixe la direction depuis le début. Il est l'aîné, l'organisateur, celui qui prend les coups de téléphone et qui écrit les angles. Jeff est le talent brut, impulsif, celui qui plonge de n'importe quelle hauteur sans vraiment réfléchir aux conséquences. Cette dynamique, frère responsable contre frère incontrôlable, fonctionnera à merveille dans un ring et s'avérera terriblement usante en dehors. Matt dira dans des interviews que l'une des choses les plus difficiles de sa vie a été de voir son frère avoir du succès et des opportunités tout en sachant que derrière les coulisses, des choses de se passer qui pourraient tout faire basculer. La tension de savoir sans pouvoir agir, de protéger sans pouvoir guérir. Le premier match de Jeff à la WWF a lieu le 23 mai 1994 à Youngstown dans l'Ohio. Il a 16 ans, se présente sous le pseudonyme Keith Davis et perd contre Razor Ramon. Matt avait fait ses débuts professionnels dès le 15 octobre 1992. Il est toujours en avance et il continue de guider son frère. En 1998, les deux frères signent un contrat à temps plein avec la WWF qui porte encore ce nom avant de devenir la WWE en 2002. Ils avaient déjà fait plusieurs apparitions ponctuelles comme jobbers dans les années précédentes, mais c'est ce contrat à temps plein qui les installe vraiment. Les premières semaines sont humbles, comme pour tout le monde qui commence dans les grandes fédérations. On les utilise pour perdre contre les stars établies, on teste leur endurance, leur régularité, leur capacité à voyager 6 jours sur 7 sans se plaindre. Ils encaissent, ils apprennent et progressivement leur style unique, ce mélange de risques aériens insensés et de coordination parfaite entre frères, commence à faire parler. Ils sont d'abord utilisés comme jobbers, des catcheurs là pour perdre et faire briller les autres. Puis la direction commence à les mettre en avant, à exploiter leur style aérien unique, ces doubles mouvements du haut des coins du ring, ces plongeons irréels qui laissent les publics sans respiration. En juillet 1999, ils remportent leur premier titre de Tag Team Championship. C'est le début d'une domination du tag team qui va durer plusieurs années. En 2000, Amy Dumas, surnommée Lita, les rejoint pour former la Team Extreme, l'une des alliances les plus populaires de l'ère Attitude. Ce trio devient une institution et c'est aussi à cette période que Matt et Lita commencent à se fréquenter dans la vraie vie. Une relation de 6 ans qui finira tragiquement avec la trahison d'Edge, mais ça, c'est une autre histoire.
Les TLC matchs, ces combats impliquant des tables, des chaises et des échelles, révolutionnent le tag team à cette époque. Le Triangle Ladder Match à WrestleMania 2000 le 2 avril à Anaheim en Californie oppose les Hardy Boys à Edge et Christian et aux Dudley Boys. Ce match, sans titre officiel en jeu au départ, produit des moments qui n'existaient pas encore dans le catch professionnel américain moderne. Des hommes qui plongent du haut d'échelle de 5 mètres sur d'autres hommes, des tables qui explosent, des corps qui s'écrasent sur des surfaces dures, et au centre de tout ça, Jeff Hardy qui semble immunisé contre la peur. Jeff plonge du haut de l'échelle, s'écrase sur des corps, se relève, recommence. Matt est là pour structurer, pour diriger, pour produire les moments dans le bon ordre. Ensemble, ils fonctionnent. Séparément, quelque chose commence déjà à se fissurer. En 2001, la WWE tente un premier split entre les frères. Lita est nommé arbitre dans un match les opposant l'un à l'autre. Matt accuse la direction de favoriser Jeff. Le public refuse de les voir comme des ennemis. L'angle est abandonné. Mais en coulisses, Jeff commence à avoir des comportements qui inquiètent. Des absences non justifiées, des retards au show, des moments où il n'est tout simplement pas là alors qu'il devrait l'être. Matt intervient régulièrement auprès de la direction pour défendre son frère, pour expliquer, pour calmer. Il est le tampon entre Jeff et les conséquences de ses propres choix. Ce rôle, il le jouera pendant des années, parfois à un coût personnel considérable. En 2002, Jeff est licencié par la WWE une première fois. Les raisons officielles restent floues, mais des problèmes de comportement et des tests positifs aux substances sont mentionnés par plusieurs sources proches de la compagnie dans les années qui suivent. Matt, lui, reste. Il continue sa carrière en solo, remporte le titre United States Championship, reconstruit progressivement sa crédibilité. Jeff part en TNA, remporte plusieurs titres dans cette fédération, revient à la WWE. En 2006, connaît la plus belle période de sa carrière en solo, avec un règne de champion de la WWE. En 2008, sa popularité explose à ce moment-là. Les enfants l'adorent, les adultes le respectent, les arènes scandent son nom, et quelque part dans cette ascension, la dynamique fraternelle bascule. Jeff, plus populaire et plus décoré en solo, dépasse le grand frère qui lui avait tout appris. Matt ne le dira jamais explicitement, mais les angles créatifs de 2009 vont en dire beaucoup sur ce que la compagnie et peut-être les frères eux-mêmes pensaient de cette nouvelle hiérarchie. En 2009, la WWE programme une feud entre les deux frères pour la période suivant le Royal Rumble. La compagnie avait déjà tenté une première version de ce programme en 2003 qui s'était soldée par un échec. Le public refusait catégoriquement de huer Jeff et le programme avait été abandonné rapidement. En 2009, le contexte est différent. Jeff est au sommet de sa popularité, champion du monde poids lourd. Et Matt, qui n'a jamais atteint ce niveau en solo malgré ses nombreux titres de second plan, se retrouve à jouer le traître jaloux. La logique narrative est solide sur le papier. Matt joue le traître jaloux, celui qui ne supporte plus le succès de Jeff et qui est prêt à tout pour le détruire. La mécanique narrative est efficace. Matt admet sa jalousie. Il est présenté comme responsable d'une attaque en coulisses sur Jeff avant un match de titre au Survivor Series 2008 d'un incident pyrotechnique et, selon les allusions les plus sombres du programme, d'un incendie qui avait détruit la maison de Jeff en mars 2008 et tué son chien Jack. Ces détails réels, la maison brûlée, le chien mort, utilisé comme élément de fiction dans un programme télévisé, dit quelque chose de troublant sur la façon dont la WWE traitait la frontière entre la vie de ses catcheurs et ses scénarios. Jeff gagnera leur I Quit match à Backlash 2009 et la feud se terminera de façon précipitée. Dans les mois qui suivent, Matt est réintégré comme visage et rejoint son frère dans sa feud contre CM Punk, comme si les semaines de programme impliquant des tentatives d'assassinat implicites n'avaient jamais existé. Mais c'est hors caméra que l'histoire devient vraiment lourde. En septembre 2009, Jeff Hardy est arrêté chez lui en Caroline du Nord. Les autorités trouvent à son domicile 275 pilules de Vicodin, 180 comprimés de Soma, 155 grammes de cocaïne, de l'anabolisant et des pipes à drogue. Il est inculpé pour trafic de drogue au second degré. C'est une arrestation qui fait la une des journaux, qui choque les fans, qui oblige la WWE à le laisser partir. Matt dira publiquement qu'il est dévasté et en colère. Ces deux mots ensemble disent tout, pas seulement de la tristesse pour son frère, de la colère aussi.
La colère de quelqu'un qui savait depuis longtemps que quelque chose ne tournait pas rond et qui a dû regarder les conséquences s'accumuler sans pouvoir les empêcher. Jeff traverse les années suivantes dans un cycle douloureux que beaucoup dans le milieu du catch connaissent bien, mais que peu ont vécu à cette intensité et sous cet éclairage médiatique. La célébrité ne simplifie pas la guérison, elle la complique. Chaque rechute est publique, chaque arrestation est couverte par des dizaines de sites, chaque tentative de retour est scrutée par des milliers de personnes qui attendent donc de savoir si cette fois-ci c'est vrai. Et derrière cette exposition permanente, il y a un homme qui essaie de gérer quelque chose que la plupart des gens affrontent dans l'intimité. Des titres en TNA, un passage notable qui lui donne une plateforme, mais aussi des incidents récurrents. En octobre 2011, il est condamné à 10 jours de prison et 30 mois de probation pour possession de stéroïdes anabolisants. En 2021, la WWE le renvoie après qu'il se soit comporté de façon erratique lors d'un live event au Texas et refusé la prise en charge médicale que la compagnie lui proposait. Entre-temps, Matt avait lui aussi traversé sa propre renaissance créative. En 2016, dans la fédération TNA, il invente le personnage du Broken Matt Hardy, un personnage excentrique et génial qui va conquérir le milieu du catch indépendant mondial. Avec son frère Brother Nero, le nom donné à Jeff dans cet univers décalé, ils produisent The Final Deletion, un match cinématique tourné à leur domicile en Caroline du Nord qui redéfinit ce que le catch peut être en dehors d'un ring traditionnel. Ce moment artistique, totalement inattendu de la part d'un Matt Hardy, perçu comme un catcheur solide mais ordinaire, lui donne une crédibilité créative qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il finit par rejoindre l'AEW en 2020 et Jeff le rejoindra 2 ans plus tard. Les deux frères se reforment et puis en juin 2022, Jeff est arrêté, suspendu, immédiatement placé en garde à vue. Matt est cette fois-ci dans l'impossibilité de rester silencieux. Sur son podcast, Matt ne minimise rien. Il dit que la rechute de Jeff a tout détruit, sa santé, son bien-être et leur capacité à travailler ensemble en tant que Hardy Boys. Il dit que conduire en état d'ivresse ne peut jamais être justifié, que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais il ajoute une phrase qui dit tout sur la complexité de leur relation fraternelle. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait des choses violentes et terribles venant d'un endroit terrible. C'est quelqu'un qui a un problème d'addiction et ces deux choses sont très différentes dans la façon dont Matt les traite. Il refuse de réduire Jeff à ses erreurs, il refuse de l'abandonner, mais il refuse aussi de faire semblant que ça n'a pas de conséquences. En février 2023, Jeff plaide nolo contendere. Il reçoit une sentence de 38 jours de prison, un permis de conduire suspendu pour 10 ans, 2 ans de probation, une amende de plus de 4 500 $ et des heures de service communautaire. La première chose qu'il fait en sortant est de rejoindre un centre de réhabilitation en Floride pour 90 jours intensifs. Puis un traitement ambulatoire hebdomadaire. Au total, il passera environ 170 jours en traitement sur lui-même. Matt en parle sur son podcast avec une émotion contenue. C'est le travail le plus intense que j'ai jamais vu Jeff faire sur lui-même. Il ne veut pas que les gens prennent sa parole. Il leur demande de regarder Jeff et de suivre ses actions. Il dit qu'il est convaincu que Jeff les en fera des croyants. Il y a un détail dans le parcours de Jeff Hardy en 2023 et 2024 qui mérite d'être souligné. Après ses 90 jours en réhabilitation intensive en Floride, il reprend le ring au sein de la TNA le 14 juin 2024 lors du pay-per-view Against All Odds. Son retour est salué par une ovation de la salle. Les gens n'oublient pas, ils se souviennent du Hardy Boys, des chutes du haut des cages, des moments qui leur ont coupé le souffle et ils voient un homme qui essaye. En juillet 2024, les deux frères remportent les TNA World Tag Team Championships pour la 3e fois ensemble. Cette victoire, dans une salle qui n'est pas le MetLife Stadium ou le Madison Square Garden, vaut autant symboliquement que n'importe lequel de leurs titres précédents. En juillet 2025, lors d'une interview avec Cageside Seats, les deux frères s'expriment ensemble sur leur situation actuelle. Jeff dit qu'après environ 1 an de sobriété, tout est devenu majestueux. Que tout est plus vivide, plus brillant, plus beau. Il prend la responsabilité totale de l'échec de leur passage en AEW. Il ne rejette pas la faute sur la promotion. Il dit que c'était ses problèmes personnels, ses ennuis avec la loi qui ont tout fait dérailler. Il dit qu'il ne sait pas s'il a vraiment eu une vraie 2e chance là-bas après son retour de suspension en 2023, mais il assume.
Et Matt, de son côté, dit simplement qu'il est fier et heureux pour son frère, que le travail qu'il a fait sur lui-même est incomparable. Ils sont tous les deux en TNA en 2025, toujours les Hardy Boys, toujours ensemble, et ils ont une date du Hall of Fame de la WWE en tête pour un dernier chapitre à écrire ensemble dans la compagnie qui les a vus naître. Il y a encore une chose à dire avant de conclure. Jeff Hardy a appelé sa première fille Ruby Claire, le prénom de sa mère, donné à la première vie nouvelle qu'il a contribué à créer. C'est un geste qui dit tout sur ce que Ruby Moore Hardy représente encore dans la vie de ces deux hommes. Elle n'a jamais vu leur match, elle n'a jamais vu les TLC, les ladder match, les Hardy Boys en action. Elle n'a pas vu les titres ni les rechutes. Mais d'une certaine façon, elle est présente dans tout ça, dans la fragilité de Jeff et dans la solidité de Matt, dans le besoin de l'un de trouver quelque chose pour combler le vide et dans la détermination de l'autre à combler ce vide avec sa famille. Ce que l'histoire des Hardy Boys raconte vraiment, ce n'est pas une liste de titres ou une succession de matchs spectaculaires, c'est l'histoire d'un grand frère qui a décidé très tôt de ne jamais lâcher. Matt aurait pu protéger sa carrière en prenant ses distances. Il aurait pu laisser Jeff se perdre sans s'y noyer lui-même. Il ne l'a pas fait et Jeff, de son côté, n'a jamais vraiment abandonné non plus. Il est tombé plusieurs fois et c'est là où la vérité du sombre secret des Hardy Boys se trouve. Pas dans les drogues ou les arrestations, pas dans les feutes scénarisées sur l'incendie d'une maison, mais dans la difficulté de grandir sans mère, de porter un deuil d'enfance qui n'a jamais été vraiment fait, de trouver dans des substances l'anesthésie que personne ne lui avait appris à chercher ailleurs. C'est ça la vraie histoire. Celle que Matt connaît depuis le début et celle que Jeff commence peut-être enfin à écrire autrement,